sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres que nous développerons dans ce journal. Retour sur le déplacement du ministre d'État Serge Tel à Madagascar dans le cadre du sommet de la francophonie. De la musique avec un extrait du concert d'André Manoukian et d'Al Jarreau donné à l'occasion du Monte Carlo Jazz Festival ce mardi soir. Nous poursuivrons notre interlude musical en plongeant au cœur de l'OPMC avec L'Enfant et les sortilèges de Ravel. Après la musique du cinéma avec le festival Angel Film Awards, nous vous expliquerons dans cette édition en quoi consiste ce festival. Et puis nous ouvrirons enfin une page sportive avec le championnat mondial de boules des moins de 18-23 ans. Nous l'évoquions en début de semaine, le ministre d'État Serge Tel a effectué un déplacement officiel pour participer au sommet de la francophonie à Madagascar, dans la capitale. À cette occasion, il a également pu découvrir plusieurs exemples de projets soutenus par la coopération internationale monégasque à Madagascar. Le reportage sur place de Patricia Navarro et Sylvain Perromal. Entre la principauté de Monaco et Madagascar, l'histoire d'amitié est ancienne. Depuis de nombreuses années, Monaco soutient des projets à travers le pays dans 3 domaines d'intervention principaux: la santé, la sécurité alimentaire et l'insertion socio-économique des plus vulnérables. Pour cela, sur place, la coopération monégasque s'appuie sur de grandes organisations internationales comme l'OMS, sur les ONG monégasques œuvrant à Madagascar ou des ONG malgaches. Et depuis 3 ans, une coordinatrice a été embauchée dans la capitale, Antananarivo, pour s'assurer du suivi des programmes en cours. Concernant le nombre de projets, je dirais qu'il y en a une vingtaine, mais c'est toujours en mouvement d'une année à l'autre. On a de nouveaux partenaires, des projets qui se terminent. De manière générale, la coopération est un bailleur de fonds fidèle. On finance des projets sur des cycles longs, 3, 6 et parfois 9 ans, mais ce qui est très important pour assurer la pérennité des actions et garantir l'efficience des résultats obtenus. Nous sommes en plein cœur de la capitale malgache. La pauvreté est criante à chaque coin de rue. Le manque d'emploi, l'exode rural ou l'instabilité politique des dernières années ont plongé des familles entières dans les rues. Au centre Anda, dans ce grand bâtiment de briques rouges, des enfants sont accueillis quotidiennement. Ils sont ici nourris, mais bénéficient également d'un large programme d'éducation qui va du primaire jusqu'à l'entrée dans la vie active avec l'aide de la principauté. L'espace jeune, en fait, c'est un centre d'accueil de jeunes en situation de rue et essentiellement sans abri. Donc la mission principale, c'est d'accompagner ces jeunes pour la définition de leur projet de vie, de les accompagner dans le cursus d'alphabétisation, de remise à niveau et d'accompagnement en préformation professionnelle. Mais ce que je trouve formidable, par exemple, l'histoire d'un jeune qui est passé par nos centres et qui est devenu policier maintenant au niveau du commissariat central d'Antananarivo. Donc être entre guillemets dans l'informel, être chassé entre guillemets par les policiers dans le temps et devenu policier soi-même, je trouve que c'est un parcours très très exemplaire un peu de la réussite des activités qu'on fait. L'un des projets les plus ambitieux soutenus par la coopération internationale de Monaco à Madagascar porte sur la lutte contre le paludisme. La principauté a notamment pris part à de nombreuses opérations destinées à sensibiliser la population et aider les habitants des zones touchées à se protéger. Vous savez que Madagascar est en marche vers la préélimination. Nous espérons vraiment que nous allons continuer dans cette étape-là. Vous savez, à l'échelle même de la région africaine, on a une diminution de 66% du taux de mortalité lié au paludisme. Et aujourd'hui, nous avons des pôles encore où on a des foyers ici à Madagascar pour lesquels nous avons mis en place une stratégie et qui a fait d'ailleurs l'objet de cette réunion à laquelle nous venons d'assister. Alors nous continuons, comme vous le savez, la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Nous continuons également les aspersions intradomiciliaires et bien sûr les combinaisons thérapeutiques. Et surtout la mise à disposition dans les centres de santé de base des tests de diagnostic rapide. C'est fondamental, c'est tous ces outils dont on a besoin et pour lesquels l'acheminement jusqu'au niveau le plus bas pour faciliter l'équité, vous savez, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces soins, doit être fait.
La principauté a également contribué au financement du Centre national malgache de lutte contre le paludisme à Antananarivo. Lors de sa visite à Madagascar, le ministre d'État Serge Tel a participé à l'inauguration de l'extension de ce centre qui s'est doté d'une salle de formation et d'un insectarium. Ici, il y a un laboratoire de surveillance de lutte, c'est-à-dire qu'il y a la surveillance parasitologique, la surveillance entomologique. Ce laboratoire est doté de plusieurs matériels très haut niveau. Et aussi, il y a un insectarium. En plus, il y a un centre de formation et dans notre direction de lutte contre le paludisme, il y a des étudiants aussi de l'université à Madagascar et de l'extérieur qui sont venus ici pour faire des stages et pour nous aider pour lutter contre le paludisme. Tout le monde, et en particulier avec le Principauté de Monaco, parce que vous voyez ce beau centre grâce au Principauté de Monaco et je tiens à remercier tout particulièrement. Enfin, à Madagascar toujours, tout récemment, le gouvernement princier a répondu à l'appel d'urgence lancé par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour apporter une assistance alimentaire nutritionnelle aux populations du Sud frappées par une sécheresse inédite. Au total, la principauté a investi plus de 10 millions d'euros à Madagascar depuis la fin des années 90, contribuant ainsi à soutenir un pays dont 71,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Je vous propose à présent d'écouter le ministre d'État. Il dresse le bilan de sa participation au sommet de la francophonie et revient sur la politique de coopération menée par la principauté à Madagascar. C'est un formidable symbole de solidarité. Les projets développés ici par la coopération internationale sont exemplaires. Ils sont à la mesure de nos moyens, évidemment. Nous ne sommes pas un grand pays, mais nous sommes un pays efficace dans la façon de donner. Notre aide est ciblée et elle est surtout, au-delà du chèque, un accompagnement de communautés. Et les projets que nous avons vus, que ce soit avec l'Institut Pasteur, avec les enfants des rues, avec les dispensaires à Sainte-Marie, sont, je le répète, exemplaires. Et l'ouverture de la principauté sur le monde, la solidarité de Monaco à travers le monde, cela s'est traduit et cela a pris tout son sens avec votre participation. Vous représentiez le prince souverain au sommet de la francophonie qui s'est tenu à Antananarivo. La principauté souhaite prendre plus que jamais une part active au sein de cette institution internationale ? Oui, bien sûr, mais dans toutes les institutions internationales, je devrais dire, la francophonie comme les Nations Unies, parce que nous bénéficions là de ce principe dont j'ai déjà parlé, dont je vous ai déjà parlé, qui est l'égalité souveraine des États. C'est-à-dire que Monaco, cette ville-État, a la même voix, la même capacité de convaincre, la même possibilité d'agir que les grands pays de la francophonie que sont territorialement le Canada, économiquement la France, qui est notre voisin, mais aussi le Mali, le Zaïre, le Vietnam. Et nous avons à l'intérieur de cette grande famille francophone notre place. Et ça fait 46 ans que Monaco tient cette place. Je suis donc particulièrement fier et heureux de maintenir ce lien, de continuer à investir cette organisation au nom de la principauté, parce que c'est une organisation qui nous va bien. Non seulement, évidemment, nous avons la langue française en partage, c'est une évidence pour tous, mais cette langue est plus qu'une langue quand on est dans cet espace-là. Elle résonne dans tout un tas de cultures de façon différente. Et on voit des pays totalement exotiques pour nous, mais vous savez, on doit être exotique pour eux, parler en français ou expliquer en français leurs problèmes, leurs difficultés, mais également leur espérance. Donc cette langue est une langue majeure évidemment du monde, mais parce qu'elle incarne aussi une vision de ce monde, des valeurs auxquelles Monaco adhère complètement. Les valeurs de la francophonie sont évidemment les valeurs de la principauté.
Musique à présent avec la 11e édition du Monte Carlo Jazz Festival. Festival qui a débuté vendredi dernier avec Lambert Wilson. Retour à présent sur la soirée de mardi avec au programme André Manoukian et Al Jarreau. Je vous propose de retrouver tout de suite Fabien Bonilla dans les coulisses de la salle Garnier. Troisième soirée de ce Monte Carlo Jazz Festival. On est dans les loges. Regardez, c'est marqué ici, on est dans la loge d'André Manoukian. On va aller le voir si la porte s'ouvre. J'ai une clé et ça marche. Venez, hop. Et André va se produire ce soir avec Malia. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Parlez-moi un peu du duo que l'on va pouvoir voir ce soir, dans quelques minutes même. Ah, pour moi, vous savez que je suis un amoureux des voix inconditionnelles. Ouais. Et la voix de Malia, pour moi, ça a été un coup de foudre immédiat. J'ai juste reçu une enveloppe un jour, c'était il y a une dizaine d'années, et puis je me suis simplement dit comment faire pour ne pas abîmer cette voix. J'avais envie de construire autour d'elle et c'est ce que j'ai fait. On a fait 3 albums ensemble. Et comment faire justement pour ne pas abîmer cette voix? Il faut laisser de l'espace. Vous savez, comme au piano, il faut écarter les fingers to put some space for your voice. You know what I mean? Et j'adore ça, écarter mes doigts pour la voix des chanteuses. Ouais, non, on ne développe pas. Non. I'll take the quiet life, a handshake of carbon monoxide, no alarms and no surprises, no alarms and no surprises, no alarms and no surprises, silence, silence. This is my final film, my final belly. On connaît André Manoukian pour ses phrases philosophiques et métaphysiques avec souvent quelques doubles sens. On le connaît en tant que pianiste de jazz et maintenant vous découvrez peut-être sa comparse Malia qui compose ce duo. Ils ont pendant plus d'une heure ouvert cette 3e soirée du Monte Carlo Jazz Festival pour laisser place ensuite à un immense artiste, Al Jarreau, 76 ans, 7 Grammy Awards à son actif, dont meilleur chanteur dans 3 catégories différentes. Dans la catégorie jazz, R&B et pop, c'est tout simplement unique. Al Jarreau était sur scène pendant plus de 2 heures dans une salle comble. Il a repris des chansons du compositeur et chef d'orchestre Duke Ellington. Like so many people in this world, I mean in Hamburg and in Jakarta, Indonesia, they listen to Duke Ellington. Duke Ellington and the guys from that period, you know, they were the beginnings of what the Beatles did. The beginnings of what Elvis Presley did, that blues stuff that they took and went, don't, here come old flat top, he come on groove. Hey, they borrowed those feelings from the Ellington period and all. How love has those southern skies, they're in my baby's eyes. I idolize my baby's eyes. Classy uptown style. If Harlem moved to China, think nothing finer than stow away on a plane someday and have them drop me off at Hollywood and China. Après Lambert Wilson, Sarah Lankman, Angélique Kidjo, André Manoukian et Al Jarreau, la suite avec mercredi R.L. Besson et Ibrahim Malouf. Jeudi, le Wayne Shorter Quartet. Vendredi, Manu Katché, Alun Wade et Harold Lopez-Moussa. Et pour finir, samedi, Robert Charlebois qui fête ses 50 ans de carrière ici, à Monaco. Et sachez que vous pourrez retrouver votre émission musicale Backstage le soir du Réveillon, le 31 décembre à 21h. Une émission qui sera consacrée
entièrement à ce Monte Carlo Jazz Festival. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. Le 28 novembre, le Jazz Chorus à Monaco a lui aussi donné un concert au Théâtre des Variétés, Dizzy Gillespie Melody, un concert commémorant l'un des pères fondateurs du bebop jazz et précurseur de jazz fusion influencé par la musique cubaine. Lors de ce concert, le public a pu retrouver des extraits de musique écrite par Dizzy Gillespie ainsi que certains de ses morceaux préférés, interprétés par Frank Taschini au saxophone, Laurent Rossi au piano, Fabrizio Bruzzone à la contrebasse et Jérôme Achat à la batterie. Dans la série Concert de famille, un concert a été donné dimanche à l'auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le chœur d'enfants de l'Académie Musique Régnier 3, ainsi que le chœur de l'Opéra. Au programme, les enfants et les sortilèges de Maurice Ravel, un reportage signé José Sacré. Surprise, dimanche 27 novembre à l'auditorium Régnier 3, le Chaboté, arrivé par surprise sur la scène de la salle Yakov Kreisberg, a tenté de diriger l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les chœurs de l'Opéra, de l'Académie et les solistes. Évidemment, c'est la cacophonie. Fort heureusement est arrivé le directeur artistique et musical de l'orchestre, le maestro Yamada, qui a gentiment mais fermement chassé l'intrus, qui a voulu trop en faire. Car ailleurs, dans l'auditorium, il était le bienvenu, comme d'autres personnages sympathiques qui étaient là pour accueillir les enfants à l'initiative de l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous sommes impliqués toujours dans beaucoup de projets pour enfants. Pour nous, c'est notre future génération du public et pas uniquement ça. Nous, en tant que mélomanes qui aimons la musique classique, soutenons une telle formation comme l'Orchestre Philharmonique, devons passer cette passion à la nouvelle génération jeune. Plus tôt on commence, mieux c'est. Ils vivent aujourd'hui dans un monde qui règne l'Internet, la recherche spatiale et tout ce qui est informatique. La musique classique fait partie de notre patrimoine culturel et de notre obligation d'adultes de leur transmettre cette passion. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme dans le passé et comme dans le futur pour Fantasia, nous sommes impliqués pas uniquement par notre soutien financier, mais par l'accueil, comme vous voyez, fait aux enfants, par la création de ce petit décor pour animer ce concert. Il faut que pour eux, venir à un concert de musique classique soit une fête. Pour ce concert de l'après-midi destiné aux familles, le maestro Yamada a choisi de présenter L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, une fantaisie lyrique sur un texte de l'écrivain Colette. Cette œuvre raconte l'histoire d'un enfant contre qui les objets et les animaux domestiques se liguent pour se venger du mal qu'il leur a fait. Tous les personnages, enfants, animaux, objets, sont incarnés par des chanteuses et des chanteurs, entourés du chœur de l'Opéra de Monte-Carlo et du chœur d'enfants de l'Académie Régnier 3. Dans le rôle de la princesse, du feu et du rossignol, la soprano Annick Massis, que l'on retrouvera bientôt à l'Opéra dans Marie Stuart. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable parce que finalement, ce sont, disons, pas 3 voix, mais 2 voix différentes. Donc c'est vrai que c'est une grosse gymnastique au début puisqu'on est dans les aigus, les vocalises, alors que la princesse, selon ce que demandait Ravel, était requis plutôt par une belle cantiste lyrique. Donc il faut faire passer des couleurs différentes, mais en même temps, c'est ce qui est beau et c'est ce qui est magique. Donc il faut essayer de donner les 2 personnages, la différence entre les 2 personnages.
Les enfants de tous âges, les papas, les mamans, les grands-parents ont fait un véritable triomphe aux artistes et à leur chef Kazuki Yamada, que d'ailleurs de nombreux enfants sont allés saluer en coulisses, ce qui a fait le bonheur du maestro. It was a great concert. Of course, the family concert. Ça a été un grand concert. Bien sûr, c'était un concert pour les familles, c'était un gros challenge pour nous, mais je pense que ça s'est très bien passé et je suis très très content de cette ambiance. L'orchestre s'est donné à 120% et c'était vraiment magnifique. The power of the 120%. It was so wonderful. Un mot de cinéma à présent, le festival Angel Film Awards est de retour pour la 14e année en principauté. Chaque année, ce festival fait la promotion du cinéma non violent et de films pacifistes. Le retour sur cet événement avec Alexandra Pagny. C'est pour eux un marathon de 3 jours, court ou long métrage, film d'animation ou documentaire. Le 14e Angel Film Awards peut surprendre par sa diversité et met toujours à l'honneur des films non violents, une volonté de ses deux fondateurs, Dean Bentley et Rosanna Golden. Je pense que c'est une bonne idée de faire un festival non violent. Avant, je vois les films, que je me donne un cauchemar toute la soirée, que je vois un film. Et je pense que c'est mieux de faire quelque chose contre cette onde et faire le festival non violent pour la peace, énergie, positive énergie et culturelle unité en plus. Et voilà, je crée avec mon partenaire Dean. Et l'Ange aussi. L'Ange est une scène très importante pour célébrer la unité de cet unique événement. Cette année, 14 films sont projetés en avant-première, 8 scénarios sont nominés, en sélection des films américains, britanniques, mexicains, sud-africains, irlandais ou encore italiens. Et parmi les membres du jury, la présidente de cette 14e édition est une comédienne française, Dominique Fro. J'ai regardé bien tous les films de la programmation. J'ai même été faire des recherches sur les réalisateurs qui les ont réalisés pour voir un petit peu les sujets qu'ils ont pu diriger auparavant. Et voir un petit peu si je sentais de la sincérité là-dedans. Tous les sujets m'intéressent. Je raccorde une idée de paix avec une idée d'apprendre sur le monde. Donc je vois que tous les documentaires, ils prennent des documentaires comme ils prennent des longs, comme ils prennent des courts-métrages, sans souligner, sans stipuler que pour eux, il y a une différence. Ça, c'est déjà un truc énorme. C'est-à-dire, ils ne te disent pas on est un festival de long, inévitablement. Non, ils associent documentaire, court-métrage, long-métrage, comme si c'était évident. Ça, c'est un point qui est fort. Ce festival se clôturera ce jeudi soir à l'hôtel Novotel avec la cérémonie de remise des prix de cette 14e édition. Quelques 180 joueurs issus de 24 pays se sont réunis à la salle Omnisport de l'espace Saint-Antoine pour le championnat mondial de boules des moins de 18-23 ans. Une salle transformée pour la circonstance en un gigantesque boulodrome. La compétition a été officiellement lancée mardi et l'un des temps forts, vous allez le voir, était la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture commence avec le traditionnel défilé des nations avec leurs drapeaux, 24 pays de 5 continents, près de 200 joueurs et entraîneurs. L'équipe monégasque est composée d'Alan Veli, Alexandre Trichard, Jordan Rugari, Victor Leporati, Quentin Grillet et Gianni Brecciano. Ce championnat du monde de sport de boules des moins de 18 ans et des moins de 23 ans vise à honorer la mémoire de Denis Ravera, ancien président du club bouliste du Rocher, à promouvoir le sport boule en principauté et montrer à la communauté bouliste internationale l'engagement de Monaco en faveur de ce jeu devenu sport en 1850. Yvette Lambin-Berty, présidente du comité d'organisation et secrétaire générale du comité olympique monégasque, prononce un discours de bienvenue, tout comme Christian Lacoste, le président de la Fédération internationale de boules. C'est une consécration puisque depuis 10 ans, le
sur la boule du Rocher organise un tournoi jeune qui s'appelle le tournoi Denis Ravera. Et il y a une politique pour les jeunes, ce qui implique que le championnat du monde, c'est une suite logique dans les compétitions de Monaco. C'est difficile de faire venir des jeunes au sport de boule? C'est pas très facile parce que les jeunes ont une offre importante de tous les sports. Donc nous sommes obligés effectivement de faire des efforts dans le scolaire où on peut toucher beaucoup d'enfants dans le monde entier. Et puis après, s'ils sont intéressés par notre sport, ils peuvent, dans nos associations, nos clubs et nos pays, ils peuvent s'entraîner et arriver à ce niveau-là. Vient ensuite le serment des juges et des athlètes qui s'engagent à respecter les règles et à participer à la compétition dans un esprit de sportivité. C'est Henri Fissort qui déclare ouvert ce championnat du monde. Mes meilleurs vœux de succès. Merci. Sur les pistes, les joueurs s'affrontent dans 6 épreuves. Le double, le simple et le combiné pour les moins de 18 ans. Le relais rapide en double, le tir de précision et le tir progressif pour les moins de 23 ans. Ici, le tir progressif, qui consiste à toucher un maximum de boules en 5 minutes. Côté monégasque, c'est Alexandre Trichard qui défend les couleurs de la principauté. Il réalise un score tout à fait honorable avec 27 boules touchées sur 45 tirs. Il se classe derrière la France, mais devant le Maroc. Il y a eu un départ assez compliqué. Après, c'est vrai que j'ai bien réussi à me reprendre un peu sur la fin. On va dire que la performance, elle n'est pas exceptionnelle, mais ça suffit pour passer. Ça peut paraître de l'extérieur un jeu un peu comme ça pour personnes âgées, alors que pas du tout. Il y a vraiment des sportifs, il y a des équipes qui ont des préparateurs physiques. C'est assez sérieux quand même. Les objectifs de Monaco sur ce championnat du monde? Sur ce championnat du monde, c'est déjà, moi je pense, de se faire plaisir, chacun les autres. C'est vrai qu'on est à domicile, donc il ne faut pas se mettre de pression. Et si on pourrait ramener des médailles, voire des titres, ça serait exceptionnel déjà. Ce serait un très bon championnat déjà. Si ce sport est un jeu d'adresse, il est aussi un sport physique qui nécessite un entraînement spécifique. Et forcément, jusqu'à samedi, il devrait y avoir beaucoup d'émotions et beaucoup de suspense surtout. Un championnat du monde qui se déroule jusqu'à samedi inclus. Passons à présent en revue votre carte météorologique pour les jours à venir. Jeudi, le ciel sera au beau fixe malgré la présence de quelques nuages, mais ils resteront insignifiants. Du côté des températures, peu de changements. Il fera 15 degrés au meilleur moment de l'après-midi. Les passages nuageux se feront plus insistants vendredi, laissant peu de place au soleil. Présage d'un temps triste et gris pour le week-end. Samedi et dimanche, les cumulus seront donc bien plus nombreux que les jours précédents. Le climat sera également plus frais. Quant au début de semaine, il sera plus léger avec le retour des éclaircies lundi, annonciateur d'un beau ciel bleu mardi. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur Monaco Info. Au revoir.